Ça y est, la France est en train de tomber, plus que quelques jours, quelques mois peut-être, et on va sérieusement percuter le mur. Hier, on a reçu un message très clair de ceux qui prêtent de l'argent aux États. Alors ceux qui prêtent de l'argent aux États, c'est des fonds comme BlackRock ou Vanguard. Ce sont des fonds souverains qui sont bien gérés, et puis c'est les banques et les assureurs. Et toutes ces personnes ont envoyé un message extrêmement clair hier à la France. Ils nous ont dit qu'ils considéraient que c'était plus sûr de prêter de l'argent à la Grèce qu'à la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe. Vous devriez aller la voir. Vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser. Le lien est dans la description. Donc oui, hier, ceux qui prêtent de l'argent aux États nous ont clairement dit qu'ils pensaient que c'était plus sûr de prêter de l'argent à la Grèce. Ils avaient plus de chances d'être remboursés s'ils prêtaient de l'argent à la Grèce sur 10 ans que s'ils le prêtaient à la France. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Parce que la Grèce, il y a encore quelques années, c'était un État en faillite. Ça ne l'est plus aujourd'hui, mais c'était un État en faillite il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on compare la France, ou plutôt on juge la France, encore plus à risque que ce type de pays. C'est une catastrophe en fait, et c'est un nouveau signe noir. Un signe noir qui montre clairement, mais clairement, que l'on va droit dans le mur. Et des signes noirs, on en a eu pas mal ces derniers temps. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, dans quelques jours, quelques mois peut-être, on va percuter un mur, mais avec une force qu'on a rarement vue. Je vous montre de quoi il s'agit. Alors, déjà, on a les écarts entre la France et l'Allemagne qui sont au plus haut depuis 2012. 2012, c'était la crise financière pendant laquelle on a cru que l'euro allait exploser. On a cru que l'euro allait disparaître en 2012. Et du coup, il y a eu un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui est devenu gigantesque. Et bien là, on ne dit pas que l'euro va exploser, mais la France est devenue une signature tellement pourrie, tellement risquée, que l'écart entre l'argent que l'on prête à l'Allemagne et l'argent que l'on prête à la France n'a jamais été aussi large. C'est un premier signe noir. Ça, à la limite, c'est grave, c'est très embêtant, mais ça ne serait pas catastrophique en soi. C'est juste un premier signe noir qui est apparu. Et puis, vous avez eu un deuxième signe noir qui est apparu il y a quelques semaines. J'en avais parlé, c'est apparu il y a quelques semaines. La France commençait à emprunter plus cher que le Portugal et l'Espagne. La France commençait à emprunter plus cher que le Portugal et l'Espagne. Je vais vous faire écouter ce qu'avait dit Nicolas Dose à cette occasion. C'était le premier gros signe noir. J'en avais parlé, hein. Parce que quand on emprunte plus cher que le Portugal et l'Espagne, ça veut dire tout simplement que ceux qui prêtent de l'argent se disent on a plus de chances de récupérer notre argent si on le prête au Portugal ou à l'Espagne que si on le prête à la France. Jusqu'ici, la France passait directement après l'Allemagne, hein. Les gens les investisseurs internationaux prêtaient d'abord de l'argent à l'Allemagne parce qu'ils étaient absolument sûrs de rembourser. La dette de l'Allemagne est très faible. Mais l'Allemagne, parce que sa dette est très faible, place peu de dettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dettes allemandes à acheter. Donc, quand ils avaient fait le tour de la dette allemande et qu'il n'y avait plus de dette allemande à acheter, ils achetaient de la dette française. Et là, ça s'était inversé. C'est-à-dire qu'ils achetaient d'abord de la dette allemande, ça toujours, et puis ils préféraient acheter de la dette espagnole et de la dette portugaise avant d'acheter de la dette française. C'était déjà un mauvais signe et c'était il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, mais je crois quelques semaines, j'en avais parlé déjà en vidéo et je vais vous montrer ce que Nicolas Dose avait dit à ce moment-là. Nicolas, faut-il y voir un black swan, un signe noir? Ah Hier, clairement, c'est clairement un signe noir, ça ne peut pas être pire. la France et l'Espagne étaient dans le même bateau. Le bateau du taux auquel la France s'endette a rejoint et même dépassé celui de l'Espagne. Ça paraît technique comme ça,
Mais c'est hyper important de l'expliquer. Ouais, c'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que la crédibilité de la France s'affaiblit. Il se passe qu'en fait, ceux qui nous prêtent de l'argent, il y a une prime de risque, un prix au risque. Eh ben, le risque français devient plus fort que le risque espagnol. Deuxième avertissement. On a déjà vécu ça avec le Portugal. On s'est mis un jour à emprunter plus cher que le Portugal. Hier, on a emprunté plus cher que l'Espagne. Alors, on a un gouvernement, c'est bien. Et vous voyez la fragilité du dispositif. Tout ça est quand même hyper incertain. Et donc, hier, une série d'analystes ont émis des doutes sur la solidité et la capacité d'avancer sur le budget. Surtout, vous avez vu, on parle de quoi? On parle d'impôts. Alors que le sujet, évidemment, c'est la dépense publique. Alors, il faut aussi... Et ça s'est encore renforcé, vous voyez, ça s'est encore renforcé parce que, je l'ai dit hier dans mon direct, on ne parle que d'impôts. Il n'y a plus du tout d'économie sur la dépense. Déjà, excusez-moi, déjà au départ, l'idée du budget, c'était d'augmenter la dépense. De toute façon, alors ils étaient très fiers d'eux et ils nous expliquaient très doctement qu'ils faisaient des économies parce qu'il allait augmenter moins que l'inflation. C'est pas faire des économies, ça. Mais ils étaient très fiers d'eux, ça allait augmenter moins que l'inflation. Mais même ça, ils n'y arrivent plus. Même ça, ils n'y arrivent plus. On a un Michel Barnier qui dépense de l'argent, mais à tout va. Plus 300 millions pour plus 300 millions pour la culture. La culture, le truc qu'il faudrait virer. S'il y a un ministère à arrêter tout de suite, c'est la culture. Ça ne sert qu'à remplir les poches des copains. Regardez encore le dernier film, j'ai fait une vidéo dessus tellement. Une pour toutes, là, sur les 3 mousquetaires qui seraient en réalité des femmes, soit arabes, soit noires, et qui ne seraient plus les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Voilà. Donc c'est une pour toutes, les 3 mousquetaires deviennent 3 femmes, 3 femmes arabes et une femme noire, voilà, dans le rôle de Porthos. On dit, mais 10 millions d'euros. 10 millions d'euros sur vos impôts. Parce que personne n'ira le voir. Hein. Ce n'est pas les rentrées du cinéma qui vont résoudre le problème. Bon. Donc la culture, c'est le premier truc à virer. Barnier augmente le budget de la culture de 300 millions. Ensuite, il va créer hier, parce qu'on est en plein procès viol de Mazan, qui est quelque chose d'horrible. Pour moi, le mari de Pellico doit prendre perpète, quoi. Il ne doit plus jamais sortir de prison. Donc, voilà, il faut être clair là-dessus. Hein. Je n'ai pas la moindre compassion pour ce mec-là. Mais, parce qu'on est dans ce moment d'émotion, il annonce qu'il va créer dans tous les départements une maison de la femme. Mais avec quel fric? Avec quel argent? Parce que tout ça, c'est des sous de locaux, des sous de fonctionnaires, qui après resteront là à vie tout le temps. Mieux, toujours, à cause de Pellico, il va rendre remboursable par l'assurance maladie les kits de détection, vous savez, de drogue qui mettent les gens sous influence. Mais l'assurance maladie est déjà déficitaire. Elle est déjà déficitaire. On va déjà moins vous rembourser vos médicaments. Est-ce qu'on est obligé d'allonger la liste des médicaments? C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les dépenses, elles augmentent encore de manière incontrôlée. Et les impôts aussi. Tout ce que l'on fait, c'est augmenter les impôts. Alors, on vous dit, ces entreprises du CAC 40. Non, ces entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros déjà. Plus d'1 milliard d'euros, ce n'est pas le CAC 40. Vous prenez des entreprises, je citais 2 entreprises hier, Jacquet Métal, qui fabrique du métal, qui est auvergnat. Jacquet Métal fait plus d'1 milliard d'euros. Eux, ils font du métal. Hein, ils vendent du métal, voilà. Et vous savez, les poulets loués que vous mangez, que vous mangez, ou le Gaulois, etc., et qui fait aussi les plats cuisinés Marie, c'est le groupe LDC. Le groupe LDC, ils font largement plus d'1 milliard. Bon, c'est pas, vous voyez, ils sont pas au CAC 40. C'est juste des ETI. C'est juste des ETI. Donc on va pénaliser nos ETI. Ou les très grosses PME. Et puis on va pénaliser aussi, on va dire qu'on va prendre un peu plus d'argent aux riches. Oui, sauf que ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'on augmente les frais de notaire. Donc quand vous allez acheter, vous, pas les riches, vous, quand vous allez acheter un appartement ou une maison, ça va commencer à vous coûter quasiment 1 an de salaire. J'en ai parlé dans une vidéo.
quasiment un an de salaire pour que vous allez verser comme ça à votre commune et à votre département. Et on va appeler ça frais de notaire. Ils vont juste doubler. Juste doubler. On va vous créer une nouvelle taxe qu'on va pas oser appeler la taxe d'habitation parce que ça gratte un peu. C'est Emmanuel Macron qui l'a annulé la taxe d'habitation. Mais on va vous créer une nouvelle taxe sur le fait de vivre dans une commune. Rassurez-vous, on n'appellera jamais ça la taxe d'habitation. Ce sera une taxe sur le fait de vivre sur une commune, mais rien à voir avec une taxe d'habitation. Donc on vous dit c'est les riches et les entreprises du CAC 40 qui vont payer. Non, c'est toutes les entreprises un tout petit peu grosses, parce que LDC ou Jacques Meltal, c'est pas des immenses entreprises, hein, c'est vraiment pas, voilà, c'est des belles boîtes, mais c'est pas des immenses entreprises. Et la vérité des taxes et des impôts, c'est que c'est vous qui allez les payer. Et on va faire payer aussi un petit peu les riches, ceux qui ne se sont pas encore barrés. Et on va augmenter les charges sociales. Bon, moi je veux bien, mais forcément, les seuls trucs que l'on voit dans ce budget, c'est des taxes supplémentaires. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a pas un seul truc sur la dépense. Donc forcément, au bout d'un moment, ça nous amène à ces conclusions, hein, au fait que c'est pas tenable, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous pouvez pas. De toute manière, à partir du moment où déjà Barnier, j'avais dit dans une vidéo que c'est vraiment le centre mou par excellence, hein, vous savez, l'homme qui suit le vent, la volonté de feuille morte. Et donc déjà, j'étais pas emballé par le bonhomme, mais j'avais dit on va attendre de voir. Et puis il a nommé 41 ministres et j'ai dit bah c'est tout vu alors. Parce que si vous voulez faire si vous voulez baisser les coûts avec 41 ministres alors qu'en Suisse ils sont 7, en Argentine, ils sont 9 et même en Allemagne, ils sont juste 19. Vous, avec 41, voilà. On se doute bien que ça ne va pas être sur la base de dépenses. Mais ces gens gèrent n'importe comment, c'est forcé qu'au bout d'un moment, ça se passe mal. Donc là, on est sur le Portugal qui emprunte maintenant moins cher que nous. C'est-à-dire que les investisseurs internationaux se disent il y a moins de risques au Portugal qu'en France. Puis l'Espagne, il y a moins de risques en Espagne qu'en France. On continue à écouter ce qu'avait dit Nicolas Dose. Surtout, vous avez vu, on parle de quoi? On parle d'impôts. Alors que le sujet, évidemment, c'est la dépense publique. Alors, il faut aussi. Je rappelle, pour compléter ça, on est le pays où il y a le plus de dépenses publiques. Hein. Arrêtez de me dire, ceux qui mettent dans les commentaires, hein, pas tout ça, c'est parce qu'on est dans le libéralisme. Arrêtez. Arrêtez, on est dans le pays qui dépense le plus. La dépense publique est la plus élevée. Chez nous. Voilà. Donc, c'est simple. En pourcentage du PIB, on est le pays qui dépense le plus en dépenses publiques. Et on est le pays qui a les impôts les plus élevés. Donc, on n'est pas du tout dans un pays libéral, on est dans un pays socialiste. Mais dans un pays où on est le pays où on a la fiscalité la plus élevée et la dépense publique la plus élevée, ce que l'on fait, c'est augmenter encore la fiscalité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Rappeler ce que signifie ce taux d'emprunt, évidemment pour la France, mais la France, c'est aussi chacun d'entre nous. Absolument. Alors ce taux d'emprunt, c'est le thermomètre de la confiance. Plus ce taux d'emprunt est bas, plus on a confiance en vous. Plus ce taux d'emprunt est élevé, moins on a confiance en vous. C'est une prime de risque. Un investisseur institutionnel, c'est qui? C'est un banquier, un assureur, un fonds de pension, un fonds souverain. Il est obligé dans son portefeuille d'avoir une certaine quantité de dettes des États, parce que ce sont les actifs financiers les plus sûrs, ceux qu'on est quasiment certain, sur lesquels on est sûr d'être remboursé. Mais quand il a besoin d'acheter de l'euro, il a d'abord envie d'aller acheter de l'euro chez les Allemands, c'est les plus sûrs. Généralement, derrière, c'était la France. Et c'est plus ça. Et l'ordre des choses qui se transforme. C'est ça qui est important. Normalement, l'écart de taux entre le prix auquel l'Allemagne place sa dette et le prix auquel la France place sa dette, en temps normal, c'est à 30 points de base, 0,3 points. Après la dissolution, on monte à 70 points de base. Hier, nous étions à 80 points de base. Donc ça, c'est quand même un signal important. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que si on n'arrive plus à vendre notre dette parce que la prime de risque est trop élevée, en quelques jours, c'est le défaut de la nation et la banqueroute de la nation. Alors, ça peut faire, on peut se dire, bon, on en est loin, hein, on en est loin aujourd'hui, hein, heureusement. Je ne sais pas pour combien de temps. Parce que il faut se dire que l'Italie, ça leur est arrivé en 15 jours. Hein, en 15 jours, aujourd'hui, nous, on va emprunter à peu près à 3%. Donc, c'est pas dramatique d'emprunter à 3%. Hein.
Tout ça, c'est des signes noirs, mais voilà, c'est des signes noirs. Il faut juste faire gaffe. Et emprunter à 3%, c'est pas dramatique. Mais il faut savoir que l'Italie est passée de 3 à 7% en 15 jours. En 15 jours, elle a été passée de 3 à 7%. C'était il y a 10 ans. Et c'est ça qui a signé la fin de Berlusconi. Donc ça arrive très vite. Ça peut arriver très, très vite. Et si on passe de 3 à 7, ça veut dire qu'on ne peut plus payer. C'est terminé. On ne peut plus emprunter si on passe de 3 à 7. Et si on ne peut pas emprunter, alors là, ça devient grave. Là, il y a vraiment un défaut de l'État. Ça veut dire des fonctionnaires plus payés, ça veut dire des retraites qui ne sont plus versées, ça veut dire des services publics qui sont à l'arrêt. Donc, en 4-5 jours, l'exécutif doit prendre des mesures d'urgence ultra violentes pour rétablir la confiance de ceux qui nous prêtent et qui baisse de TVA, hausse de TVA, baisse des pensions de retraite, gel du salaire des fonctionnaires, baisse des indemnités chômage. Et alors là, je peux vous assurer que ce genre de situation, c'est la vie concrète de tous les citoyens qui est impactée en moins d'une semaine. C'est ça la réalité d'une nation qui vit au-dessus de ses moyens. Bon, mais là, c'est un scénario. Et c'est un scénario noir, hein, mais c'est exactement ce qui est arrivé à l'Italie. Hein. Donc, faut pas se dire, et c'était il y a 10 ans, c'était pas il y a un siècle. Donc, faut pas se dire, ça nous arrivera jamais, c'est pas possible, c'est pas crédible. C'est arrivé à l'Italie. Aux catastrophes que tu nous décris, alors qu'on a emprunté hier sur le taux à 10 ans, il reste sous les 3%. On n'est pas Donc maintenant, il est passé au-dessus des 3%. Hein. La vidéo est un petit peu ancienne. Mais ça reste soutenable, hein, 3%. Ça reste soutenable. encore la Grèce, quoi. On n'est pas du tout la Grèce. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de défaut. Seulement l'an prochain, on va devoir emprunter pour la première fois plus de 300 milliards d'euros. Donc il va falloir que la confiance du reste du monde soit bel et bien là. Et c'est pas en allant gratter quelques milliards dans les poches du CAC 40 ou des gros patrimoines qu'on va s'en sortir. Donc il va falloir se retrousser les manches sérieusement. Donc voilà ce que disait encore Nicolas Dose il y a quelques semaines. Voilà où on en était il y a quelques semaines. À l'époque, on n'était pas encore la Grèce. À l'époque, on n'était pas encore la Grèce. Je vous dis pardon, mais dans beaucoup de mes vidéos actuellement, je vous dis, mais mettez de l'argent de côté, mettez des biscuits de guerre, mettez des rations de guerre de côté. Évidemment, c'est des sous dont je parle, c'est pas des vraies rations de guerre. Mais mettez de l'argent de côté parce que ça va faire très, très mal. Ben, je vous assure que ça va vraiment faire très, très mal. Voyez, je ne dis pas ça parce que dans certaines vidéos, j'ai un sponsor. Je le dis parce que vraiment, je le pense. On va souffrir. La France va souffrir. Ce qu'a décrit Nicolas Dose là, avec le gel ou la baisse des pensions de retraite, avec les fonctionnaires qu'on n'arrive plus à payer, avec une TVA qui monte énormément, avec enfin, toutes les aides qui baissent, c'est pas un scénario totalement fou. C'est un scénario noir, évidemment, mais entre ce que l'on vit aujourd'hui et ce scénario noir, il y a toute une palette de gris. Et tel que je vois les choses, on va aller plutôt dans le gris sombre que dans le gris clair. Donc, préparez-vous. Vraiment, préparez-vous. La Grèce emprunte. Et donc, voilà ce qui est arrivé. Donc, ça, ce que décrivait Nicolas, c'était il y a quelques semaines. Mais ça y est. Maintenant, la Grèce emprunte à un taux plus bas que la France sur les marchés. Cela peut paraître abstrait pour beaucoup, mais en résumé, les investisseurs considèrent que la situation financière de la Grèce est désormais meilleure que celle de la France. C'est catastrophique. Les investisseurs trouvent que la situation actuelle de la Grèce est meilleure que celle de la France. Alors, la situation actuelle de la Grèce, elle s'est améliorée par rapport à ce qu'elle a connu pardon. La situation actuelle de la Grèce, elle s'est améliorée par rapport à ce qu'elle a connu au pire de la crise grecque. Ça, on est d'accord. Le pays a fait d'énormes efforts, d'énormes sacrifices, et du coup, la population a fait d'énormes sacrifices, et du coup, ils sont remontés. Mais, donc la Grèce d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Grèce qui était en faillite. Mais malgré tout, aujourd'hui, donc, la France est moins crédible que la Grèce. Ou du moins, elle l'a été. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais hier, ça a été. On est juste passé
plus cher que la Grèce et on est en train voilà, après ça s'est rééquilibré. Mais c'est un véritable signe. Il ne faut pas du tout le prendre à la légère. Merci aux politiques économiques mises en place par les macronistes, les libéraux français. Alors c'est ironique, hein, parce que ça n'a rien de libéral, quoi. Quand vous avez un gars qui ferme les entreprises et qui fait 1000 milliards de dettes, c'est tout sauf un libéral, hein. Vous ne pouvez pas être libéral et faire 1000 milliards de dettes ou même avoir un déficit à 7%. C'est pas possible. Vous voyez, ça ne rentre pas. Regardez Milei. Milei, vous avez un véritable libéral. Il ne parle pas de faire 7% de dette, hein, enfin de 7% de déficit, hein. Si la France subit le scénario grec, est-ce qu'il provoquera une crise de l'euro? C'est compliqué, honnêtement, oui, ça créera forcément une crise de l'euro, hein, c'est évident, puisque la Grèce elle-même avait créé une petite crise de l'euro. Mais bon, c'est pas, on ne peut pas imaginer vraiment ce que ça fera, donc c'est très difficile à dire. Parce que ça dépendra aussi beaucoup de la façon dont réagissent les Allemands et des contraintes qu'ils arriveront à nous mettre. Le danger étant que l'Allemagne dise, bon, allez, maintenant, terminé, hein, vous nous avez suffisamment saoulés comme ça les Français. Donc l'Allemagne nous dit, stop, terminé, on repart avec notre Deutsche Mark, vous vous démerdez avec votre franc. Et nous, alors, il y en a qui seraient contents, hein, j'entends déjà, je vois déjà les commentaires Frexit. Imaginez les sous-sous que vous avez dans votre poche aujourd'hui, divisé par, allez, 3 ou 4. Hein, 3 ou 4. C'est ce qui se passera, hein. C'est-à-dire que au début, on vous dira, bon, allez, 100 euros, ça fait 100 francs, très bien. Donc, tac, et puis d'évaluation immédiate, mais immédiate. Et on va diviser ce que vous avez dans votre poche. On va dire, bah, finalement, vous aviez 100 francs, vous en avez 50. Voilà, soyez contents, vous aviez 100 francs, maintenant vous en avez 50, tout va bien. Ça va vraiment ressembler à ça, hein. Donc, faut pas croire que c'est une bonne nouvelle de sortir de l'euro, hein. C'est à court terme, à long terme peut-être. À long terme peut-être parce que ça évitera que tous les couillons qui nous dirigent continuent à faire les mêmes bêtises. Mais parce qu'on a pu faire ces bêtises uniquement parce qu'on était protégé par les Allemands. Mais donc à long terme, ça serait plutôt bénéfique d'avoir juste le franc. Mais à court terme, c'est une sacrée fessée, hein. Ça va être une sacrée fessée à court terme. Si vous pariez sur la chute de l'euro, achetez du dollar, hein, ou du yen, ou je ne sais pas, ou du franc suisse. L'idéal, acheter du franc suisse. Mais ça serait vraiment l'idéal. Mais n'allez pas, si vous pariez sur la fin de l'euro, vous attendez pas à vous en sortir bien, hein. Ça va être sanglant si vous restez en euros, hein, si... Le FMI pour Noël 2026 ou 2027. Je ne sais pas si on aura le FMI, hein. Je ne parie pas sur le FMI. J'emploie souvent ce mot-là de FMI qui va venir toquer à notre porte. Je pense que l'Europe préférera régler ses problèmes en interne. Donc, parce que c'est une honte. Voilà, parce que c'est une honte. Et d'ailleurs, pour la Grèce, on avait préféré gérer ça en interne. Donc, ce n'est pas le FMI qui va venir toquer à notre porte. Ça va être les Allemands et la Commission européenne. Ils vont venir, ils vont toquer et ils vont dire, écoutez, maintenant, c'est plus vous qui gérez, c'est nous. Voilà, ça va se finir comme ça. Pour moi, c'est évident que ça va se terminer comme ça. On plonge plus vite que prévu, complètement. Et en cas de censure, ça va s'accélérer encore plus rapidement. Ça, c'est totalement vrai. Et vous savez, je ne sais plus quel est le responsable politique à qui on avait dit comment un État fait faillite. Je ne sais plus si c'est un prix Nobel d'économie ou un responsable politique, à qui on avait dit comment un État fait faillite. Et il avait expliqué lentement au début, puis très brutalement. Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on fait faillite doucement. 40-50 ans qu'on fait faillite doucement, vous voyez, où petit à petit tout s'effondre. On va dire 40 ans, c'est l'arrivée de Mitterrand qui a été le déclencheur. Mais où petit à petit, on baisse, notre dette augmente. Par exemple, on a jamais, mais jamais depuis 50 ans, eu un budget à l'équilibre. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal.
C'est devenu tellement habituel d'avoir des budgets en déficit qu'on croit, nous, que c'est normal. Mais regardez nos voisins. Regardez nos voisins, vous verrez que tous, sauf les pays comme la Grèce, tous, ils ont eu des budgets à l'équilibre régulièrement. Donc, c'est pas normal d'être toujours en déficit. Nous, ça fait 50 ans qu'on est en déficit, 40 ans que c'est grave. Et donc, petit à petit, on est descendu. Et maintenant, je pense qu'on est devant le mur. Mais sérieusement, devant le mur. Bon, je crois que la fête est finie. Je crois que la fête est finie. Et je crois vraiment, mais vraiment, que les mois et l'année qui vient, les mois qui viennent et l'année qui vient vont être mais extrêmement durs. Vraiment extrêmement durs. Et le problème, oui, pardon, c'est que les citoyens ne sont pas prêts, en fait. Le problème, c'est que les citoyens ne sont pas prêts. Je vais vous lire le tweet qui me fait penser à ça. Les citoyens ne sont pas prêts car 40 ans de propagande sur le modèle social vont se heurter à la contrainte budgétaire. L'essentiel de la population n'a connu que ça et ça va être très compliqué à expliquer. Parce qu'on vous dit depuis 40 ans que le modèle social est merveilleux, que le modèle social français est envié dans le monde entier. S'ils enviaient notre modèle social, ils le copieraient. Hein. Il n'y a rien de plus facile. S'ils enviaient notre modèle social, ils n'auraient qu'à faire un copier-coller. Mais il n'y a personne qui nous envie quoi que ce soit. Je ne crois pas qu'il y ait un Suisse qui envie le modèle social français. Je ne crois pas que ça existe. Il faut arrêter de croire que notre modèle social est envié par le monde entier. Mais vous savez, on nous disait avant que nos hôpitaux nous étaient enviés par le monde entier. Et puis on a vu avec le Covid que ce n'était pas vrai du tout. On a vu que tout ça n'était que billevesé. En fait, on nous enviait peut-être des choses dans les années 70 ou 60. Certainement plus depuis très, très, très longtemps. Le problème, c'est que toute la population est biberonnée à ça. Toute la population croit que sans le modèle social, on va à la catastrophe. La preuve, c'est que la majorité de la population veut que Barnier soit éjecté, hein, qu'il y ait une censure qui soit votée. Je crois que c'est 53 ou 54% de la population qui le souhaite. Mais il y a 38% des Français qui veulent qu'à la place, ce soit un président du NFP, un Premier ministre du NFP. Le NFP, c'est une catastrophe. C'est une hausse. Enfin, là, notre taux à 10 ans, la Grèce sera plus la bonne comparaison. On va nous comparer au Zimbabwe ou à la Turquie. Hein. Ça va être des taux titanesques hein, qui vont sortir. Mais le NFP, c'est plus d'impôts, plus de dépenses publiques. C'est-à-dire à fond dans le modèle social français qui ne marche pas, qui n'est pas finançable. Il faut arrêter de croire à ça. Le problème, c'est que comme on répète, moi je sais que depuis mon enfance, tout le monde me répète que le modèle social français est unique et merveilleux. J'ai toujours eu un doute, et quand je suis allé vivre à l'étranger, puisque j'ai vécu plusieurs années à l'étranger, je me suis aperçu que c'était totalement faux. Le problème des hôpitaux que vous voyez aujourd'hui, moi je le connaissais, enfin, ou qu'on a vu en 2020 pendant la crise du Covid, et aujourd'hui, moi je le connaissais depuis 2011, où j'avais vécu aux États-Unis. J'avais bien vu qu'il n'y avait pas des gens qui mouraient devant la porte des hôpitaux. J'avais bien vu que dans les hôpitaux américains, on était nettement mieux soignés que dans les hôpitaux français. Et j'avais vu également que ça ne me coûtait rien. Que j'avais une assurance qui me coûtait moins cher que la sécurité sociale et qu'elle me couvrait à 100%. Mais je suis sûr que ce que je viens de dire choque encore beaucoup de ceux qui m'écoutent et que beaucoup de ceux qui m'écoutent ne me croient pas et disent « Mais non, ben, la sécurité sociale, c'est génial. » Et les États-Unis, c'est l'enfer. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vois bien parce que quand je fais une vidéo où je parle de la Suisse, par exemple, il y a quand même des gens dans les commentaires pour critiquer la Suisse par rapport à la France. Euh, sur des choses fausses. Sur des choses fausses en plus. Donc voilà, je suis moi épaté. Je pense qu'il y a eu un véritable lavage de cerveau des citoyens. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que notre modèle social est merveilleux. Mais il faut bien comprendre que quand on ne pourra plus emprunter, quand
ce sont la Commission européenne et l'Allemagne qui vont diriger à notre place, ou le FMI, ou peu importe. La première chose qu'ils vont faire, c'est faire sauter ce modèle social. Parce qu'il n'est pas finançable. Parce qu'il n'est pas finançable. Aujourd'hui, si vous dépendez, vous, des aides sociales, ou si vous dépendez, vous, même pour votre retraite, hein, c'est pas une aide sociale, la retraite, d'accord, mais on se comprend. Si vous dépendez de la retraite de l'État pour vivre, ou si vous dépendez des aides sociales, eh ben, ayez peur. Ayez peur. Première dépense de l'État, c'est la retraite, c'est 15% du PIB. Je vous assure que si demain, le FMI ou l'équivalent du FMI vient taper à notre porte, c'est là-dessus qu'ils vont commencer par taper. Votre retraite. Et ils vont taper très fort. Et la deuxième chose qu'ils vont taper, ce sont les aides sociales, puisque c'est la deuxième dépense de l'État. On n'est pas prêt. Je pense que la population n'est pas prête et je pense que... Enfin, j'imagine la façon dont la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont en train de réagir, en disant « mais c'est pas possible », etc. Ça prouve qu'on n'est pas prêt. Mais il faut être très clair. Quand je vous dis mettez de l'argent de côté, préparez vos rations de guerre, je le fais vraiment. Quand je dis aux enfants, moi, mes enfants, qui sont très jeunes, hein, je veux dire, le premier, ça fait quoi, 2 ans qu'il travaille, donc ils sont très jeunes. J'en ai encore 2 qui sont étudiants et un qui est lycéen, enfin équivalent lycée, collège-lycée. Donc voilà, eh bien, la première chose que je leur dis, mettez 10% de vos revenus nets d'impôts, hein, vos revenus après, mettez 10% de votre salaire net après impôt de côté. Parce que votre retraite, ça sera ça. Vous ne toucherez pas de retraite de l'État, ou alors ça sera un minimum vieillesse. Voilà, c'est comme ça. Peu importe ce que vous raconte l'État, c'est billevesé. Il vous raconte ça pour que vous acceptiez encore de payer les retraites des boomers. Parce que si vous garantissez pas que vous aussi vous toucherez une retraite, vous refuseriez de payer la retraite des boomers. Donc comme il faut quand même les payer, il vous dit que vous toucherez une retraite. Mais c'est un mensonge, parce que ça ne peut pas tenir. Donc mes enfants, je leur dis, mettez 10% de vos revenus de côté tous les mois. Moi, je mets énormément, j'ai 50 ans, je mets énormément de mes revenus de côté tous les mois. Soit sur des actions, maintenant quasiment que des actions américaines, j'ai complètement arrêté les actions françaises. Je ne les ai pas vendues, mais j'en achète plus. Et donc quasiment que sur des actions américaines. La moitié, je le fais comme ça, et des ETF américains. Et l'autre moitié sur des comptes d'épargne. Parce que je sais que ce qui va nous arriver est massif. Mais massif. On n'a jamais été dans cette situation, il faut bien le comprendre, hein. Là, le mur est très, très, très proche. Il faut vraiment en être conscient, hein. Et je continue à penser qu'il y a un risque non négligeable de retournement de la conjoncture mondiale et de krach boursier aux US. Une inquiétude hors de notre contrôle, mais qui pourrait accélérer la chute dans la chienlit. Alors, krach du marché US, je ne sais pas, mais retournement de la conjoncture mondiale, je confirme que la plupart des gens, même de ceux qui sont en bourse, maintenant, la plupart des gens pensent que l'économie mondiale va beaucoup ralentir l'année prochaine. Voilà, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole baisse. Vous voyez, le prix du pétrole baisse actuellement et les prix des actions des compagnies pétrolières baissent parce qu'on pense que l'année prochaine, l'économie mondiale va beaucoup diminuer et donc il y aura besoin de moins de pétrole. Donc voilà la raison de tout ça. Donc il y a vraiment une grande tendance à penser que l'économie mondiale va diminuer, enfin pas diminuer, ça va pas être une récession mondiale, mais la croissance de l'économie mondiale va beaucoup baisser. Ce qui, pour la France, va encore compliquer la donne. Encore compliquer la donne. Et là, le budget qui a été fait par notre cher Michel Barnier prévoit une croissance l'an prochain de 1,1%. C'est illusoire. Il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Aucune. Et on a prévu un déficit enfin, il nous parle d'un déficit de 5%
avec 1,1% de croissance l'an prochain, on n'arrivera pas au déficit de 5,5%. 2, on n'aura pas 1,1% de croissance. Donc on va se retaper encore du 6 ou du 7%. Ça va être sanglant. L'année prochaine va être sanglante. Vraiment sanglante. Hein. Il faut vraiment s'y attendre. Et du coup, donc, la France emprunte à un taux supérieur à la Grèce et on réécoute Nicolas Dose. Là, du coup, c'était hier. Hein, et la dernière fois, il avait parlé du Portugal et de l'Espagne. Maintenant, la Grèce. Et je vous invite à regarder la tête de Nicolas Dose au début. Nicolas, il s'est passé quelque chose de pas anodin hier. Le taux d'emprunt. Regardez comme il a l'air heureux, Nicolas Dose. Je peux vous dire que pour ceux qui comprennent un tout petit peu l'économie, ce qui s'est passé hier, c'est vraiment chaud. C'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est mort. On emprunte encore à un taux tout à fait tenable, 3%. Je vais nuancer. On emprunte à un taux tenable. 3%, c'est tenable. Même si c'est supérieur à la Grèce, c'est tenable. Mais notre croissance sera, même d'après le gouvernement, de 1,1%. Et à mon avis, plutôt à 0,6, 0,5. Voilà. Ce qui veut dire que, quand même, pour financer une croissance de 0,6, 0,5, voire 1,1 si on en croit notre gouvernement, il faut quand même emprunter à 3%. Si vous êtes chef d'entreprise, vous savez très bien que si la croissance de votre entreprise est de 1% et que vous empruntez à 3, vous êtes mort. Voilà, c'est pas possible. C'est techniquement pas possible de survivre. Donc là, on est rentré dans une trappe à dette. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus la dette va gonfler et la fin est évidente quand on connaît ça. Une trappe à dette, ça veut dire que vous finissez en banqueroute. Clairement. Alors, la France n'ira pas jusqu'à la banqueroute parce que ça ferait exploser le système. Mais, comme je le disais, on va se faire retirer les manettes de notre budget et c'est les autres, ceux qui payent, hein, c'est toujours celui qui paye qui choisit le resto, et ben c'est ceux qui payent qui vont choisir la façon dont on va vivre. Ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Emprunt de la France a, pendant quelques heures, dépassé celui de la Grèce. Sommes-nous dans la situation que redoutait Michel Barnier avant-hier soir quand il évoquait les turbulences graves et la tempête financière? Non, c'est pas une tempête, mais c'est un coup de chaud. Le fait d'emprunter, effectivement, comme vous le dites, pendant quelques minutes au même prix que la Grèce, ça veut dire que l'écart de notre taux avec le taux repère en zone euro qui est celui de l'Allemagne a atteint 90 points de base, 0,9 si vous voulez. C'est le plus haut depuis la crise des dettes souveraines en 2012. Bémol important. Oui, on a emprunté au même prix que la Grèce, mais notre taux, c'était 3,02. Et la Grèce, c'était 3,02. Au moment de la crise des dettes souveraines, la Grèce, c'était 22,5. Hein, et ils étaient mis sous tutelle du FMI et de la BCE. Donc 3,02, c'est un taux qui est absolument supportable. C'est pas dramatique, c'est là où ça n'est pas une tempête. C'est supportable, mais on ne peut pas nier qu'il y a quand même une réelle inquiétude des marchés sur la situation politique et économique de la France. C'est indéniable et c'est objectivement préoccupant et elle est censée, cette inquiétude. On a 52% de notre dette publique qui est détenue par le reste du monde. L'investisseur institutionnel qui est quelque part sur la planète et qui s'apprête à acheter une dette que émet la France pour être remboursée dans 5, 10 ou 15 ans, il se pose une seule question. Ce pays va-t-il bien me rembourser sans problème dans 5, 10 ou 15 ans? Et plus il doute face à cette question, plus la prime de risque, le taux d'intérêt qu'il va demander est élevé. On montre aujourd'hui au reste du monde tout pour faire fuir les investisseurs. Une dissolution aberrante qui a créé une instabilité politique sans précédent. Un débat parlementaire préhistorique où on continue d'appuyer sur tous les mauvais boutons. Le Sénat, hier, a encore voté des hausses d'impôts, l'exit tax, la flat tax, l'élargissement de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Un risque de censure qui nous mettrait dans une inconnue totale et une absence de budget 2025. Et aujourd'hui, une niche parlementaire qui imagine aller à contre-courant de l'histoire en abrogeant les dernières réformes des retraites, la réforme de 2023 et la réforme Touraine. Voilà ce que voient les gens qui nous prêtent de l'argent. Mais il y a un paramètre important, c'est que la France rembourse rubis sur l'ongle ce qu'elle doit, non? Absolument. Alors la régularité est métronomique dans les mains des as de l'agence France Trésor à Bercy, sauf que le 9 juin, il s'est passé un truc.
une dissolution folle qui nous a mis dans une situation qui change tout. Imaginez, je suis un fonds de pension aux États-Unis, je gère les retraites de millions d'Américains. Je suis à 5000 bornes, je ne fais pas dans le détail. Je regarde la France, je vois quoi quand je regarde la France? Waouh, le pays, il n'est quasiment pas gouverné. Attends, il va plus avoir de budget. Il a le record du monde de la dépense, il continue à en ajouter. Il va tuer son économie avec des hausses d'impôts dont il a aussi le record mondial. Et il s'apprête probablement à aller à contre-courant de l'histoire en travaillant moins, en abaissant l'âge de sa retraite. Ben, je prends le large, honnêtement. Et ça va être catastrophique, hein. Mais ça va être vraiment, vraiment catastrophique. Et je vous avais dit, les investisseurs déjà internationaux ont arrêté de mettre de l'argent en France pour les entreprises. Vous savez, les investisseurs internationaux qui créent des entreprises en France ou qui investissent dans les entreprises en France, ils ont arrêté de mettre de l'argent. Alors, évidemment, c'est schématique, ils n'ont pas encore retiré leurs sous et ils mettent 50% de moins que l'année dernière. 50% de moins que l'année dernière. C'est les mêmes, vous savez, qui gèrent cet argent et qui mettent de l'argent dans les entreprises en France et qui achètent la dette française. C'est quasiment les mêmes. Donc, bah, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de financer la dette française. Et vous allez voir, enfin, ils ont déjà un petit peu arrêté, puisque c'est pour ça que notre taux a augmenté. Et le gros risque, c'est que le taux augmente encore, mais de manière absolument folle. Absolument fort. Et je peux vous dire une chose, le pire est devant nous. C'est c'est horrible. Je sais, c'est horrible de dire ça, mais je sais que je suis grave pendant cette vidéo, mais vous voyez, j'ai plus envie de m'énerver parce que je pense que on n'a pas la classe politique qui nous permet de sortir de ça, hein. Vous voyez, Nicolas Dose évoquait les gens du Sénat qui sont allés voter des impôts supplémentaires. Alors, le Sénat, il n'a pas la pression de la rue, hein, c'est pas la rue qui vote pour eux. Donc, à la limite, ils n'ont pas la pression de la rue. En plus, quand ils sont élus, c'est pour 9 ans. Donc, ils sont cool au Sénat. Mais ils ont voté, au lieu de voter économiquement, ce qui devrait se passer, ils ont voté des hausses d'impôts. C'est du délire. C'est du délire. On est le pays le plus fiscalisé. C'est du délire. Donc je pense qu'on n'a pas du tout la classe politique qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Je pense que ce sont des gens qui ont des machines à penser socialistes, qui ont mené ce pays dans l'ornière. C'est eux qui ont fait des 30 glorieuses les 30 piteuses, hein, puisque après les 30 glorieuses, on a eu, alors c'est plus les 30 piteuses, maintenant c'est les 40 piteuses qu'on a depuis la fin des 30 glorieuses, ou les 50 piteuses, je ne sais pas. Mais c'est toute cette classe politique, donc ils n'y arriveront pas. Encore une fois, le seul que je vois, c'est David Lisnard, qui à mon avis est le seul à bien comprendre l'économie. Et on peut, à la rigueur, citer Sarah Knafo, mais j'attends d'en savoir un peu plus sur elle. C'est les deux seuls, à mon avis, qui comprennent l'économie. Tous les autres sont paumés, mais paumés de chez paumés, avec des logiciels socialo-communistes nuls, nuls. C'est eux qui nous ont plantés. Donc, pourquoi je m'énerve pas? Parce que je pense que de toute manière, on n'arrivera pas à s'en sortir et que la seule chance de la France, c'est justement une tutelle du FMI ou l'équivalent, hein, tutelle de la BCE, de la Commission, du FMI, peu importe. La tutelle d'autres personnes qui vont nous obliger à faire des réformes qu'aucun homme politique français n'est capable de faire ou même ne comprend. Voilà, je pense que c'est la seule solution. Et donc c'est pour ça que je m'énerve plus. Je me dis, c'est foutu. Voilà, c'est foutu, c'est foutu. C'est foutu. Ça m'étonnerait qu'on trouve un Milei chez nous. Donc on va aller, ou plutôt on va avoir un haut fonctionnaire qui va prendre les commandes et qui va recevoir ses ordres directement du FMI ou de la BCE. Voilà. Et puis voilà, puis il obéira. Et donc il fera le travail de Milei, qui lui a été démocratiquement élu. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et le pire est devant nous. C'est ça qui est horrible. C'est que le pire est devant nous. Le pire est devant nous. Je vais vous faire écouter ce que j'ai entendu de Marc Ferrantino. Et ça m'a glacé. Donc Marc Ferrantino, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un trader qui est assez connu et qui a une bonne analyse, je pense. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, etc. Mais il est plutôt libéral et il a une bonne analyse sur l'économie, ou plutôt sur
sur le monde de l'entreprise. Voilà, son analyse est plutôt sur le monde de l'entreprise. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de l'écouter. Et vous allez voir, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a glacé, hein. C'était donc une émission C'est dans l'air. Le pire est devant. Compte tenu de la dégradation économique au niveau européen et de toute façon, on entre dans le dur. Le mur des faillites est devant nous. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis quelques semaines, voire quelques mois. Le mur des faillites est devant nous. L'an dernier, je vous en avais déjà parlé, je me rappelle. Mais là, depuis quelques temps, je vous dis, mais préparez-vous à 2025, nom d'un chien, parce que vous n'avez encore rien vu. Et je suis content que maintenant des gens comme Marc Ferrantino et des émissions plus grand public, comme C'est dans l'air, c'est pas encore, ok, on n'est pas encore sur le journal de TF1, mais des émissions plus grand public le disent, parce que ça va être sanglant, hein, ça va vraiment être sanglant. Que le pire est devant. De toute façon, le pire est devant. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe aujourd'hui, compte tenu de la dégradation de l'environnement économique européen, puisque l'Allemagne est à l'arrêt, c'est quand même un partenaire essentiel pour nous, de toute façon, on rentre dans le dur, là. On va rentrer dans la hausse du chômage, ça y est, on est dans le dur. Alors, quand vous êtes avec un gouvernement qui a la capacité de réagir, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui a la capacité de mettre en place des plans d'aide ciblés, ça peut fonctionner. Quand vous avez à la fois un contexte qui est dévastateur et qu'il n'y a personne en face, et au contraire, en face, on vous donne de l'incertitude. Et c'était Lucie qui dit l'incertitude, c'est dramatique. À partir du moment où on est là-dedans, on est très clairement dans un programme. Économie française en 2025, Mais ça veut dire que ça touche uniquement des industries lourdes qui ont fait des erreurs stratégiques, ou ça touche aussi des PME Aujourd'hui, ça touche tout le monde et il faut voir qu'ils en ont malgré tout. Parce que là, on laisse penser peut-être depuis le début de l'émission qu'ils font plus rien et qu'ils s'intéressent juste à calculer le nombre de députés. Vendredi, Michel Barnier fait des annonces sur l'emploi. Il a lancé une task force qui rassemble tous les ministères qui doivent faire des propositions pour justement essayer de juguler un petit peu ce qui se passe. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se corréler. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier. Si vous voulez juguler, c'est très simple, hein. Si vous voulez éviter que les entreprises fassent faillite, Michel Barnier, si vous voulez éviter le mur d'entreprises qui vont s'écrouler, mais c'est très simple, hein. Très très simple. Vous y allez à la tronçonneuse dans les dépenses publiques et dans les impôts. Ça va, première chose, gros coup de tronçonneuse dans les dépenses publiques. Comme ça, les chefs d'entreprise vont avoir confiance. L'étranger, les investisseurs étrangers vont avoir confiance. Ils vont voir qu'au moins vous faites quelque chose, mais pas du petit rabotage. De la tronçonneuse. Et la deuxième chose à faire, immédiatement, c'est pas la peine de trouver une task force, de rassembler tous les ministres, etc., pour discuter de choses. Non! On supprime la moitié, j'allais dire 90%. Allez, oui, 90% de la réglementation. C'est simple. Tout ce qui dépend de la France en réglementation, vous le virez. Vous n'avez pas le choix pour la réglementation européenne, donc vous la gardez pour le moment. Mais tout ce qui dépend de la France, vous le virez. Tout simplement. Et c'est déjà énorme. Énorme. Je passe mon temps à expliquer sur cette chaîne que pour construire une usine au Portugal, c'est 4 ans, c'est 11 ans en France. Je passe mon temps à expliquer sur cette chaîne que pour les maraîchers, pour s'occuper de leurs pommes, il y a des produits interdits en France qui sont autorisés en Belgique. Résultat, on achète les pommes belges. Et les maraîchers français qui font de la pomme font faillite. Je passe mon temps à expliquer sur cette chaîne qu'on était les leaders dans la production de noisettes et que maintenant on importe la noisette turque à cause de notre réglementation. À cause de notre réglementation. Un autre exemple, tenez, on était les champions du sucre. Du sucre. On avait des usines de sucre. Et il s'avère qu'on exportait beaucoup de sucre. C'est terminé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des pesticides qu'on n'a plus le droit d'utiliser sur la betterave. Du coup, il y a beaucoup moins de betteraves qui sont produites et la betterave sert à faire le sucre. Donc, les grands sucriers sont partis. Et les usines de sucre ferment les unes après les autres. Terminé. Mais cette réglementation sur la betterave, c'est que la France. Ils n'ont pas besoin de partir très loin. Ils n'ont pas besoin de partir très loin. Supprimer, voilà. Vous voulez relancer les entreprises françaises et échapper
au mur de faillite de 2025. C'est très simple. D'abord, mauvaise nouvelle, vous allez en prendre de toute manière un sacré mur parce que c'est trop tard. Vous avez freiné trop tard, c'est trop tard. Mais vous avez 2 freins que vous pouvez actionner pour que ça ne soit pas l'absolue catastrophe et surtout que ça reparte en 2026. Premier frein, vous sabrez à la tronçonneuse dans toutes les dépenses de l'État. Mais vraiment à la tronçonneuse, c'est-à-dire vous passez de 41 ministères à 9. Voilà. Premier signe à donner. Et 2, vous baissez de 4, vous retirez toutes les contraintes franco-françaises. Toute réglementation qui n'est que franco-française, vous la stoppez. Et là, vous allez redonner de l'air aux entreprises. Il y en a beaucoup, c'est trop tard, elles sont mortes, c'est terminé. Mais au moins, d'autres prennent un bol d'air, peuvent essayer de repartir en 2026. Et à tous les investisseurs internationaux, vous leur dites, c'est bon, on a réglé nos problèmes, vous pouvez revenir. Mais à mon avis, il n'y en a pas un seul qui a les coronesses de faire ça. Il nous faudrait un Milei pour faire ça. L'économie française a été sous perfusion économique depuis la sortie du Covid. On a une accélération aujourd'hui aussi des plans sociaux de toutes les entreprises de toute taille parce qu'on enlève cette perfusion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le quoi qu'il en coûte. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à rembourser les prêts garantis par l'État, ce qu'on a appelé les fameux PGE. C'est marrant parce que le PGE, mais depuis qu'il est mis en place, allez voir sur ma chaîne principale Droma Economy, je parlais du PGE, je disais que c'était un piège pour les entreprises, qu'il fallait surtout pas rentrer là-dedans. À partir, vous voyez, c'est pas avec le recul, je dis finalement c'est un piège. Non, je l'ai dit au moment où ça a été mis en place. C'est un piège pour les entreprises, un piège pour les entreprises qui va les tuer. Et ben voilà, on y est. On est à la période où ça les tue. Ça a déjà commencé l'an dernier à les tuer. Ce sont pour certaines des entreprises qui seraient tombées, même si la France était en très forte croissance. Donc vous avez ce lot d'entreprises qui vont tomber, malheureusement, avec une accélération de certaines qui auraient pu s'en sortir si on avait été en croissance. Et là, ça touche toutes les tailles et tous les secteurs. Et il y a une accélération à cause de l'incertitude économique. Censure ou pas censure, c'est écrit. Mais dans tous les cas, scénario-là que vous êtes en train d'évoquer. Le mur des faillites, il est devant nous, ça c'est certain. Ouais. En fait, on a un taux de chômage aujourd'hui à 7,4%. On sait qu'il atteindra 8% l'an prochain. Et on a un effet loupe en fait sur les plans de licenciement industriel, puisque c'est toujours des grosses masses. Mais vous avez à ça, s'ajoute à ça une crise agricole, une crise immobilière, une crise de la distribution. On en parlait tout à l'heure avec Marc. Il y a plein de petits magasins. Pourquoi une crise de la distribution? Alors, demain, vous avez par exemple le Black Friday qui pénalise des tonnes de points de vente en France. On sait que les points de vente ont chuté de 25% sur les 10 dernières années dans la chaussure, 18% dans l'habillement. C'est terrible. Et ça, c'est à petit feu, ça se voit à peine. Ouais. On le voit chacun dans nos quartiers, mais il y a un effet masse qui est considérable à l'échelle de la France. On en parle moins que les plans sociaux chez Michelin ou Valeo. Alors, les plans sociaux chez Michelin et Valeo, Sophie Binet, on a beaucoup parlé cet après-midi. Elle a fait une conférence de presse justement pour alerter sur ce qui est en train de se passer. Elle parle d'un décembre rouge, appelle à une journée de grève, de mobilisation le 12 décembre. Et elle dit, nous sommes à près de 250 plans de licenciement en préparation concernant entre 170 000 et 200 000 emplois. 200 000 emplois. Alors la CGT est en grande partie responsable, surtout quand on sait les théories économiques que soutient Sophie Binet. Franchement, c'est... Dieu se rit de ceux qui maudissent Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà, c'est vraiment ça, Sophie Binet. C'est-à-dire toute sa théorie économique conduit à la catastrophe actuelle. Donc, bon, elle n'a pas grand-chose à dire. Mais malgré tout, 200 000 emplois l'an prochain. Je peux vous dire que... Mais ça va être saignant. Ça va être saignant. Et elle ne parle que des plans sociaux des grosses entreprises. Vous allez voir derrière, parce que ça entraîne fatalement des petits artisans, des petits commerçants qui font faillite. Ça va être sanglant. Voilà, l'an prochain va être sanglant. Donc pour moi, pour résumer cette vidéo, je pense que le fait que la France emprunte maintenant plus cher que la Grèce, ou est empruntée hier plus cher qu'à la Grèce, c'est un signe noir. Ce n'est pas catastrophique parce que le taux reste tenable, mais c'est un signe noir de plus, un signe noir qui nous montre que l'année prochaine va être profondément
sanglante, profondément sanglante. Il faut absolument que vous fassiez des réserves, que vous prépariez, parce que ça va être une année horrible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller en boutique. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas à aller en boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.